Bon, bah merci à toutes et à tous. Quand on a fait le programme de la soirée, on s'est dit, on va mettre les sujets un peu compliqués au début, Spring Boot, et puis on va mettre un truc un peu léger à la fin de la sécurité informatique. Parce que sinon, après, vous endormez et tout, c'est chiant. Donc aujourd'hui, on va parler de Passkeys. Donc, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Daniel, je travaille dans les équipes Spring. Je fais plein de trucs, mais je suis co-responsable. C'est aussi un peu ma faute, Spring Security. Donc si ça vous fait un peu pleurer parce que c'est dur, vous pouvez venir m'en parler. Et je vous dirai, je sais. Euh, et peut-être que dans la version 8, on améliorera quelque chose, mais je garantis rien quand même. Et puis en ce moment, AI, c'est vachement à la mode. Donc bah, je fais de l'AI. Parce que quand ils ont démarré les trucs, AI, c'est génial. Et puis après, 6 mois après, quelqu'un qui a dit, il faudra peut-être mettre un peu de sécurité dedans. Et du coup, bah, voilà, je suis là pour que les AI ne leak pas toutes vos données, mais qu'une partie auquel vous n'avez pas pensé. Vous pouvez trouver tous mes contacts ici. Bah, comme Stéphane, faites coucou, ça me fait toujours plaisir. Je suis sur GitHub. Vous me trouverez sur LinkedIn. Euh, Avec un nom comme ça, il y en a deux. Il y a moi, et puis il y a un monsieur moustachu avec une coupe des Beatles, c'est mon papa qui n'a pas updaté sa photo depuis avant LinkedIn en fait. Donc je pense que vous arriverez à faire la différence quand même. Et puis bon, un mail, tout ça. Toujours un plaisir d'entendre vos cas d'utilisation. Parce qu'en général, vous faites des trucs de fous furieux qu'on n'a jamais vus. Et du coup, moi, j'apprends des tas de trucs quand vous venez avec vos problèmes. Donc n'hésitez pas. C'est un plaisir. J'attends pour les photos. Euh, donc aujourd'hui, on va parler mot de passe. Ou plutôt, on va parler absence de mot de passe. Donc c'est 2025, j'imagine que j'ai pas trop besoin de vous convaincre que les mots de passe c'est pas une super idée. Alors les mots de passe en soi, il n'y a pas de problème. Euh, c'est plutôt la façon dont on les utilise, c'est nos pratiques qui sont un peu pourraves. Qui réutilise son mot de passe sur plusieurs sites, un mot de passe sur plusieurs sites ici. D'accord. Et alors ceux qui ont levé la main, vous mentez ou vous avez juste pas écouté les questions? Moi, je le fais, hein. Moi aussi, j'arrive. Donc, c'est un peu le problème qu'on a avec ça, hein, c'est que vous réutilisez vos mots de passe. Après, vous allez sur Poon Passwords, là, et vous allez vérifier. Allez mettre votre mot de passe super secure là-dedans. Donc là, par exemple, si je mets admin 123, hop. Ah non, ce mot de passe a été leaké, c'est pas un bon mot de passe. Donc, globalement, mot de passe, pas terrible. Allez, on y va, on y va, on y va. Louvre. Non, c'est Louvre avec une majuscule. Ah, Louvre, point d'exclamation. Bon, globalement, c'est pas une super bonne idée. Voilà. Donc, par ailleurs, bon, si vous avez des pratiques un peu saines, c'est très bien les mots de passe, hein. Moi, j'utilise un password manager. Il y a des gens qui utilisent un password manager ici. Ouais, 80%, 90% de la salle. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, faites-en. Mais bon, on va dire que les mots de passe n'existent pas parce que la majorité des gens n'utilisent pas de password manager et mettent Louvre dans leur mot de passe. Et donc, on va montrer comment on peut faire sans, avec des technologies cool et modernes, mais aussi avec des technologies cool mais pas modernes. Alors, est-ce que quelqu'un, la première ou le premier qui répond gagne une licence intelligée? Quelqu'un a une idée comment on peut faire des logins sans mot de passe avec des technos vieilles? Ouais, un certificat SSL et mail. Bon, allez, 2 licences intelligées. Super, bravo. Alors, donc le certificat SSL, bon, c'est bien, mais mon papa avec la coupe des Beatles, il n'utilise pas un certificat client dans son browser pour. Donc là, c'est plus dans les scénarios enterprise. Par contre, ce qu'on voit un peu partout, c'est le fait de recevoir un mail pour pouvoir se loguer. En fait, tous les flots de mise à jour de mot de passe, quand vous avez oublié votre mot de passe, en fait, vous faites une opération privilégiée qui est changer votre mot de passe en vous loguant avec autre chose. Donc en prouvant la possession en général d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone, un truc comme ça. Et donc ça, on supporte dans Spring Security. Donc là, j'ai une petite application avec un password, un login password classique. Alors si on rentre en truc présentation. Alors c'est une démo, beaucoup de démos aujourd'hui. Je vais vous montrer, de dire 2 trucs. J'ai fait 2 trucs très bêtes avant la démo. J'ai bu un verre de cidre. Il ne faut pas boire et conduire derrière. Et la deuxième, c'est que pendant que Stéphane faisait sa presse, je me suis dit, mais c'est une super idée, je vais upgrader la RC2. Donc si ça marche pas, ben c'est sans doute bon voilà, j'aurais peut-être pas dû. Mais c'est pour vous montrer que quand même non, on upgrade ça marche, c'est cool. Et c'est pour vous montrer que j'utilise Spring Security et nous on a la RC3
Donc c'est clairement nous qui avons la plus grosse ERC. Et c'était très important pour moi de le partager avec vous. Donc c'est une appli boot classique. Ça va la police pour le fond de la salle? C'est bon? Ouais? Bon, si ça va pas, vous. Vous criez et puis... Ah, 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 ah. Très bien, voilà. Vous criez, ça fait ça. Donc n'en criez pas, c'est une mauvaise idée. Donc, c'est une appli Spring Boot classique. Super. Et donc, on a une configuration dans laquelle on met notre configuration de sécurité. C'est pas le bon projet. Donc, voilà, ouais, c'est ce projet-là. Je le savais, hein. Je vais fermer l'autre parce que sinon, hop, voilà. Super. Et donc, on a une configuration, bon, voilà, appelée Security Configuration. Et vous configurez la sécurité en général en filant une Security Filter Chain, un bin de type Security Filter Chain. Et dedans, vous voyez, j'ai Form Login ici. Bouh, Legacy, pas bien. Donc, le but, c'est d'enlever ça. Et donc, on peut effectivement envoyer des mots de passe par mail, ou plutôt des tokens par mail. Et donc ça, dans Spring Security, depuis un an, on supporte One Time Token Login. Et donc, on peut envoyer un jeton généré à chaque fois que quelqu'un veut se loguer. Et donc ici, bah, vous avez un configureur qui vous permet de dire bah, qu'est-ce que je fais avec ça. Il y a une chose, donc il y a plein de d'API là-dessus pour configurer différemment, mais il y a une chose que vous devez faire, c'est ce Token Generation Success Handler qui dit, bah, une fois que le token est généré, qu'est-ce que j'en fais? Il va falloir que je le donne à l'utilisateur ou à l'utilisatrice. Et donc ça prend une requête, une response et un OTT, One Time Token, on va l'appeler. Et donc avec ce truc-là, il faut faire quelque chose. Donc nous, on en a un par défaut qui va juste vous rediriger vers la page où vous pouvez le saisir. Donc c'est un redirect one-time token machin handler. Donc bon, quand un token est généré, je vais rediriger l'utilisateur ou l'utilisatrice vers login OTT. Bon, c'est bien, il pourra mettre son mot de passe, son one-time token. Et il faut que je le donne. Donc par facilité, on va le mettre dans la console. Qui, voilà. Donc got token for, et puis on va mettre un nom d'utilisateur, et with value, pas homogène ça, with value, ici, voilà. Et du coup, faut qu'on obtienne ces valeurs-là, et elles sont comment ça s'appelle, dans dans l'objet one time token ici que j'utilise dans mon callback. Donc avec ici, je peux obtenir le username, je peux obtenir la valeur du token, on va appeler token, voilà. Et du coup, je pourrais les afficher dans ma console ici. Username, token. Dans la vraie vie, en général, vous envoyez pas les tokens dans. J'ai mis un %n, ouais, pour sauter une ligne. Ah, tu peux mettre, mais printf %n, ça saute une ligne. Et du coup, en général, vous donnez pas l'accès à vos logs de prod à vos utilisateurs pour qu'ils aillent chercher leurs tokens. Donc, vous avez un truc. Moi, ici, j'ai une petite classe de mail pour envoyer un petit mail. Et donc, il faut notifier à l'adresse. Par facilité, j'ai utilisé le nom de l'utilisateur, de l'utilisatrice comme mail. Donc, j'envoie au mail, je login démo ParisJog. Voilà. Et après, il faut que je passe le token, donc la valeur du token, pour que la personne puisse se loguer. Et je vais même lui faire un lien. Et donc, avec ça, si on build en continu pour que ça nous update avec les DevTools, normalement, voilà, le formulaire a changé. J'ai plus un formulaire login username mot de passe, j'ai demandé un one-time token. Et donc du coup, avec ça, je peux faire daniel@example.com, je mets pas de mot de passe, et il m'envoie le token. Et du coup, je le reçois ici sur mon serveur de mail totalement vrai. Voilà. Donc ici, je reçois un mail très bien formaté dans lequel j'ai mon one-time token ou un lien sur lequel je peux cliquer qui m'amène vers la page Spring dans laquelle je peux mettre mon token. Je clique Sign In et je suis logué. Si je retourne sur cette page-là, si je me log out par exemple, voilà, si je me log out et que je retourne sur cette page-là et que j'essaye de réutiliser mon one-time token, ça marche pas parce que c'est un
One time token, mais vous êtes encore réveillé, c'est pas mal, c'est très bien. Très bien, très bien. Pas un two time token, exactement. Donc, sans mot de passe, facile, on peut faire et on peut le faire depuis longtemps et maintenant c'est supporté dans Spring Security depuis un an à peu près. Mais si vous venez au Jug, c'est pas pour voir des technologies de 1998, c'est pour voir des trucs un petit peu plus fancy quoi. Et donc ce soir, le truc principal que j'aimerais vous montrer, c'est les passkeys. Qui utilise des passkeys ici dans la salle? C'est 10%, 15%? Je suis pas très fort en maths, mais ok, bah du coup je vais vous montrer ce que c'est et puis on discutera comment ça marche et comment on peut le mettre dans Spring Security après. Donc moi j'utilise les passkeys souvent. La plupart des grosses boîtes maintenant vous poussent à le faire. Et donc si je mets ça un peu sur le côté, hop. Donc vous voyez ici à droite sur mon écran, je filme mon ordinateur et des clés USB qui sont là. Et je vais me loguer sur GitHub, donc en privé là, github.com. Et puis on va zoomer. Donc si je fais sign in, quand j'arrive sur la page de sign in de GitHub, il me dit bah, quel est votre email, quel est votre mot de passe. Mais dans les boutons qui sont en dessous, il y a aussi un petit lien sign in with a passkey. Loguez-vous avec une passkey. Donc en faisant ça, si je faisais le mail, il faudrait que je mette mon mail, mon mot de passe, puis que je sorte l'appli d'authentification, que je copie, ou alors que je reçoive un token par ailleurs. Avec les passkeys, je peux faire deux facteurs en un. Donc quand je clique là-dessus, il m'ouvre une pop-up. Donc ça, c'est la pop-up du système sur macOS. Et il me dit, est-ce que vous voulez utiliser le système Touch ID, donc le lecteur d'empreintes de macOS, pour vous loguer sur github.com avec mon handle GitHub. Et donc là, à droite, vous voyez, hop, il y a mon empreinte digitale, elle vient, hop, ici, sur le lecteur d'empreintes digitales du Mac. GitHub dit, je suis en train de vérifier. Il y a une opération crypto qui se fait sur mon Mac. J'envoie une preuve cryptographique de qui je suis et GitHub me log. Et donc là, je suis en train de prouver deux trucs. Je suis en train de prouver quelque chose que je suis avec mon empreinte biométrique et quelque chose que j'ai un objet physique qui est mon Mac qui contient les clés privées pour faire ce genre d'échange. Donc ça, c'est une des façons de le faire. Une autre façon, notamment si vous êtes sur des plateformes qui n'ont pas ça, Linux, la biométrie pour faire des passkeys, pas top, vous pouvez utiliser des devices externes. Donc là, quand je clique sur passkeys, si vous regardez dans mes clés USB, elles se mettent à clignoter. Et ici, celle-ci, avec le Y, celle-là, c'est une YubiKey, c'est une clé USB. Et ici, elle voit, bon bah ok, tu veux te loguer avec, je clique dessus. La pop-up de passkey change en me disant, bah, il faut que tu déverrouilles ta clé de sécurité. C'est-à-dire que si vous volez ma clé, il faut quand même que vous sachiez le code top secret pour aller dedans. Vous ne pouvez pas juste vous loguer dans mon GitHub. Et je clique dessus, je prouve que je suis présent à côté, comme ça on ne peut pas bananer ma device pour essayer de faire du déni de service ou je sais pas quoi. Et je suis logué. Il n'y a que moi qui ai des artefacts bizarres ou ouais. Non, il n'y a pas que moi. Hein. Et voilà. Et donc ici j'ai un password manager. Et vous voyez quand je vais sur la page de login, le password manager il détecte tout de suite que je peux me loguer avec une passkey. Donc j'ai aussi une passkey enregistrée dans mon password manager. Je peux cliquer oui je suis d'accord, je veux utiliser la passkey. Et je me log là-dessus. Et enfin, le dernier truc qu'on peut faire pour se loguer avec une passkey, si je reviens sur la fenêtre privée et je reviens avec la vision de mon téléphone, ici, ce que je peux faire, sign out, yes, on se relogue. Donc si je suis sur un ordi auquel j'ai pas confiance, ou j'ai pas accès au port USB pour mettre une YubiKey, un truc que je peux faire dans la fenêtre de passkey, ici, je peux cliquer sur plus d'options, et s'il veut bien cliquer, je vais cliquer en dehors du zoom parce que voilà. Allez. Ah, bon, ça allait un peu vite, mais j'ai choisi tout à fait consciemment, loguez-vous avec un QR code pour utiliser une device externe. Et donc sur mon iPhone, j'ai des passkeys qui sont enregistrés pour GitHub. Et du coup, je peux viser le QR code qui contient un lien, en fait. Le téléphone et le site, enfin le téléphone et l'ordinateur vont s'appairer en Bluetooth pour être sûr que c'est bien moi qui suis à côté. C'est-à-dire que si je suis en vacances en Colombie et qu'il y a quelqu'un qui essaie de se loguer avec ma passkey sur mon téléphone à Paris, c'est trop loin et ça va pas le faire. Le browser va pas laisser faire. Euh, Par ailleurs, il communique tout ce qui est tout l'échange data, lui, il se fait plutôt par Internet. Donc il faut que les deux soient connectés à Internet.
Et donc là, il me dit, bah, à droite, vous pouvez sélectionner une passkey. J'en ai deux. J'en ai une dans mon password manager, comme vous avez vu tout à l'heure. Et une, il faut que je clique là, pas sur la démo, voilà. Et une sur l'iPhone. Et donc, quand je dis continue, il me dit, bah, il faut déverrouiller ton téléphone pour que la passkey puisse être utilisée. Donc, je mets mon visage. Ça fait Face ID. Ça déverrouille le téléphone qui fait une opération crypto. Et hop, je suis logué dans mon ordinateur en n'ayant rien tapé. Donc le keylogger qui a été installé sur l'ordinateur de la bibliothèque n'aura pas volé mon password. Pas mal. Voilà. Donc ça, c'est comment ça marche et comment je l'utilise. Donc là, je l'ai montré avec GitHub, ça marche sur Amazon, ça marche sur Google, ça marche sur votre provider d'identité, ça marche dans votre Keycloak, ça marche dans plein d'endroits, et c'est assez facile à mettre en place. Ce que j'ai pas montré, c'est tout le flow d'enregistrement, parce que en gros, là, j'ai utilisé plein de trucs, mais il faut que je pré-enregistre mes devices auprès du provider. Donc là, sur GitHub, je peux aller dans les settings, je peux aller dans les mots de passe, et ici, vous voyez un truc passkeys, et moi, j'ai 5 passkeys qui sont configurés et que je peux utiliser pour me loguer dans GitHub. Donc si je veux en rajouter une autre, j'ai racheté une YubiKey, parce que j'adore avoir une collection de YubiKey, je peux enregistrer une deuxième YubiKey auprès de GitHub, ici, en appuyant sur Add Passkey, et il me fait pareil, hein, même des dialogues qui me permettent de dire ouais, je veux bien, je veux pas, etc. Ok, donc c'est dispo partout, et on va voir comment ça marche. Avant de voir comment ça marche, un petit glossaire quand même. Donc une passkey, c'est un credential, un mot de passe, une preuve d'identité crypto, et elle est liée à un site, enfin un domaine en fait, et un compte sur ce domaine. Donc si je crée une passkey sur mon iPhone pour github.com, je ne peux pas réutiliser la même passkey sur Amazon. Je vais sur Amazon, je dis enregistrer une passkey, mon téléphone va générer une nouvelle clé privée qui est liée à Amazon. Ça veut dire que je suis résistant au phishing. Je ne peux pas utiliser la mauvaise passkey sur le mauvais site, alors que taper mon mot de passe dans le mauvais endroit, ça c'est possible. Donc si mon browser n'est pas verrouillé, je suis safe contre le phishing. Ça, c'est une passkey. Cette entité, enfin cette clé privée, elle est stockée dans un authenticator en anglais. Un authenticator, c'est une entité crypto qui fait de la crypto pour moi, et ça peut être physique, donc comme mon Mac, comme la YubiKey, comme le téléphone, ou software, comme le password manager. Parfois, quand vous allez entendre parler de passkeys, vous allez entendre parler de FIDO ou FIDO 2. FIDO, c'est Fast Identity Online, donc c'est un conglomérat de boîtes qui sont lancées dans ce truc d'identité pour pas faire de mot de passe et puis pour se loguer plus vite. Donc au début, il y avait Apple, Google, Microsoft, maintenant c'est énorme. Il y a Cisco, Netflix, des banques, tous les password managers du monde, etc. Et ce conglomérat, il s'occupe de deux specs. La première, c'est WebAuthn, dont on va reparler, et la deuxième, c'est CTAP, CTAP. Donc CTAP, c'est Client to Authenticator. C'est comment votre browser va parler au téléphone. Donc là, globalement, à moins que vous soyez en train d'implémenter soit un browser, soit un iPhone, ça vous intéresse pas trop celle-ci. Vous, ce qui vous intéresse, c'est WebAuthn. WebAuthn, c'est la spec publiée par le W3C du JavaScript qu'il faut mettre dans votre browser pour faire des passkeys. Et donc, c'est une très jolie spec. Si je ferme ça, elle est là. Voilà. Donc, une spec W3C classique avec une petite introduction, il y a du code, il y a des types, il y a un glossaire. Si vous allez assez loin, il y a même des dessins. Et donc, si vous ne savez pas quoi faire la nuit et que vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez aller lire les 275 pages de la spec WebAuthn le niveau 3. Même moi, je les ai pas toutes lues, j'arrive pas au bout. Il y a beaucoup de choses là-dedans, et l'idée, c'est que Spring Security, d'autres dans l'écosystème Java, mais aussi dans tous les écosystèmes, on implémente des librairies pour que vous n'ayez pas à vous farcir ce truc-là, parce que c'est un petit peu sec quand même comme genre de lecture. Donc comment ça marche? Ça marche avec de la crypto asymétrique, donc une paire de clés privées publiques. Est-ce que tout le monde est au clair de comment ça marche? Est-ce que quelqu'un veut un refresher sur comment marche la crypto asymétrique? Ouais, ok, alors un petit refresher. Donc l'idée, c'est, on a Alice ici, et Alice va générer une paire de clés, une clé privée et une clé publique. Qu'est-ce qu'elle fait avec la clé privée? Elle la garde, oui, parce qu'elle est privée, exactement. Et la clé publique, elle peut la distribuer au monde entier. Plus tard, donc là, Alice, c'est moi, et la clé privée, je la génère sur mon téléphone. Et je donne ma clé publique à GitHub. Plus tard, je veux prouver mon identité, je reçois n'importe quel message, je peux utiliser la clé privée pour faire une signature. Donc il y a des octets qui rentrent, le message ça peut être du texte, mais ça peut être des octets. Il y a des octets qui rentrent.
une moulinette avec la clé privée, ça produit d'autres octets qui sont une signature de ce message. Et donc, quand je publie au monde entier Toto 1, 2, 3 et la signature c'est ça, tous les gens qui ont ma clé publique peuvent vérifier que c'est bien ma clé privée qui a généré ce message-là. Et donc, si ça marche, si ça match ma clé publique, si la signature match ma clé publique, oui, c'est bien moi qui ai généré, j'ai prouvé mon identité. Si quelqu'un qui n'a pas ma clé privée veut se faire passer pour moi, ben, il peut faire deux trucs. Soit il invente une signature, soit il utilise une vraie clé privée mais qui n'est pas la mienne pour signer un message. Mais du coup, ça ne matche plus ma clé publique. Et donc, quand je passe le message en disant Toto 1, 2, 3, avec une autre signature, l'attaquant, quand il passe sa signature, elle n'est pas générée avec ma clé. Les gens regardent avec ma clé publique, ils disent ça ne matche pas, c'est pas Daniel, je refuse. Donc c'est un peu tout bête en surface. En dessous, comment s'implémenter, c'est un peu plus compliqué. Et donc avec ces clés publiques, ces clés privées, il y a deux phases qui se passent dans les passkey. Il y a la première phase qui est créer ma passkey pour le site. Donc en gros, je vais sur github.com, je dis enregistrer une passkey, ça va créer une clé privée dans ma device et ça va partager la clé publique avec GitHub. Donc on a dit c'était pour GitHub, quoi. Je ne peux pas réutiliser cette clé par ailleurs. Et quand je veux me loguer dans GitHub, eh ben, je reviens, GitHub m'envoie un challenge, je le signe avec ma clé privée, j'envoie la signature à GitHub, GitHub compare la signature plus le challenge qu'il m'a envoyé avec la clé publique qu'il connaît de moi à l'avance, et dit oui, c'est bien Daniel, ou non, c'est pas Daniel. Et ça me permet de prouver mon identité. Donc on va regarder le flow un petit peu pour se faire une idée. C'est pas la peine de tout retenir, ça fait un peu peur. Dans la spec, c'est des trucs un peu comme ça qui vous font des diagrammes. Alors ça part de zéro, on ne sait pas pourquoi. Si, parce qu'on fait de l'informatique. Ensuite, voilà, ça fait des chemins à droite. Bon, c'est pas mal, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est un peu dur pour expliquer. Du coup, j'ai fait des diagrammes de séquence plutôt, où on voit un peu plus clairement les quatre entités qui rentrent en jeu dans une cérémonie de passkey, donc soit dans l'enregistrement ici, soit dans l'authentification. Donc d'abord, il y a l'utilisateur, l'utilisatrice. Ici, c'est moi. Il y a le serveur avec lequel je souhaite m'authentifier. Donc ça, c'est GitHub. Il y a le browser que j'utilise pour me loguer. Donc là, c'était Firefox. Et il y a l'authenticator, donc le truc qui contient les passkeys que j'utilise. Donc j'ai utilisé mon Mac, mon téléphone, etc., mon software manager. Donc je vais aller sur github.com, je clique sur je veux m'identifier avec une passkey, et la cérémonie commence. Non, là, je clique et je dis je veux ajouter une passkey. Et donc GitHub va générer un challenge random, et il envoie ça à mon browser. L'idée avec ce challenge random, c'est que je vais en produire une signature. Dans le futur, si quelqu'un a déjà vu le challenge random passer et il a vu ma signature, il l'a intercepté, il ne peut pas le réutiliser parce que quand je vais réessayer de faire un truc auprès de GitHub, et ben GitHub va générer un nouveau challenge et il dira bah non, tu m'envoies la signature du challenge numéro 1, mais moi je suis déjà au challenge numéro 18, donc ça ne m'intéresse pas. Donc GitHub envoie ce challenge à mon browser. C'est plutôt le browser qui le fetch. Le browser va appeler l'API credentials dans le navigateur create pour dire je veux créer une passkey. Là, ça réveille mes authenticators qui sont autour et qui disent est-ce que tu veux créer une passkey dedans? Donc je le choisis, je veux faire peut-être MyYubiKey par exemple. Et là, l'authenticator va dire est-ce que tu es sûr de vouloir faire ça? Donc si c'est macOS, ça me dit est-ce que tu veux vraiment créer une passkey sur tel domaine avec tel nom? Si c'est la YubiKey, elle se contente de clignoter et quand j'appuie dessus, elle me demande mon mot de passe. Il y en a certaines, l'autre que j'ai là, sur ma clé USB, j'ai pas mis de mot de passe dessus. Mais j'ai besoin d'être présent, il faut que je clique. Pour l'idée qu'on ne peut pas me bourriner et m'envoyer 12 000 requêtes de création de passkey à la fois pour saturer la mémoire de ma clé USB, quoi. Donc il faut que je fasse une action quand même. Je fais une action avec la passkey, donc soit je clique, soit je fais Face ID, la biométrie avec mon pouce sur mon Android ou je sais pas quoi. Ça, du coup, l'authenticator, il génère une clé privée, il génère une clé publique, il stocke la clé privée dans une mémoire le plus sécurisée possible, et il retourne à la fonction credentialsCreate qu'on a appelée là-haut. La valeur de retour, c'est la clé publique et la signature du challenge. Donc, après, dans mon browser, j'ai un peu de JavaScript qui envoie ça à mon navigateur, enfin à mon serveur derrière. Le serveur vérifie que la signature qui a été envoyée correspond au challenge quand c'est signé avec, quand j'ai la public key, la clé publique de ce qui a produit cette signature. Et si c'est bon, eh ben, il sauvegarde ça dans sa base de données. Alors, ça fait beaucoup de trucs. Heureusement pour vous, tout ce qui est à droite de la ligne, là,
Tout ce qui est Authenticator User, ça, c'est des choses que vous n'avez pas besoin d'implémenter. Parce que déjà, vous implémentez, à moins que vous implémentiez des robots, vous n'implémentez pas des users. Et si vous ne faites pas des iPhones ou des YubiKey, vous n'allez pas implémenter ça. Donc ce qui reste à implémenter, c'est tout ce qui est côté serveur et côté browser. Côté serveur, ici, on fait du Spring, donc ça sera du Java. Côté browser, désolé, ça sera du JavaScript. Ou un truc qu'on peut transpiler vers du JavaScript. Il y a pas de, c'est comme ça qu'on appelle les API du browser, il n'y a pas moyen de s'en sortir, on ne peut pas faire d'applet Java, ça n'existe plus. En tout cas, ça ne tourne plus dans les browsers. Mais côté serveur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des librairies en TypeScript, en Rust, en Go, en PHP, en Python, comme vous voulez. Je ne vais pas me mouiller, mais je suis sûr qu'il y a un truc en Scala. Après, je ne sais pas si c'est très supporté, mais j'ai entendu qu'on faisait du Scala. Donc voilà, il y a un peu de browser, un peu de serveur à faire. Dans Spring Security, on a tout ce qu'il faut côté Java. Vous avez juste quelques API de configuration et on vous file un exemple en JavaScript duquel vous pouvez partir si vous voulez réimplémenter quelque chose. Donc ça, c'était pour la phase d'enregistrement. J'ajoute une passkey. L'authentification, c'est le même flow, sauf qu'au lieu d'appeler credentials create, on n'est pas en train de créer une passkey, on appelle credentials get. Je veux obtenir une signature, en fait. Quand l'authenticator est sélectionné, il ne me renvoie pas une clé publique, puisque la clé publique est déjà connue par GitHub. Donc il va juste faire une signature, il renvoie la signature. GitHub va ensuite comparer la signature qui a été envoyée avec le challenge, plus la clé publique qu'il connaît de moi d'avant. Mais globalement, la même tambouille. Donc, avant de passer à la démo, je ne sais pas du tout où on en est en horaire. 20h28, bon, ça va. Un truc que je veux réitérer quand même, parce qu'on en parle souvent après la conf, il y a toujours une personne ou deux qui vient me poser la question. Les passkeys, ça n'a rien à voir avec la biométrie. Donc les passkeys, en fait, c'est des clés cryptographiques. Enfin, c'est une clé privée, quoi. Avec un peu de métadonnées attachées pour dire c'est pour tel site, c'est pour tel compte, éventuellement 2-3 points, est-ce que je veux la backuper ou pas, mais c'est juste une clé privée, ça n'a rien de mon identité. Cette clé privée, elle est sauvegardée dans un authenticator, donc dans ma device, dans mon Mac, dans mon iPhone, dans mon YubiKey, etc. Il se trouve que cette device, je peux utiliser de la biométrie pour la déverrouiller. Mais j'utilise en local. Tout ce que je suis en train de faire, c'est déverrouiller l'enclave sécurisée de mon iPhone pour qu'il puisse charger la clé privée, faire une signature, renvoyer la signature et après il se referme. Okay, donc quand j'utilise mon visage pour rajouter une passkey sur GitHub, j'envoie pas de données biométriques, j'envoie que la clé privée qui est sauvegardée dans mon iPhone. Et parfois, ces passkeys, elles peuvent être synchronisées dans le cloud. Si vous avez un password manager, il y a des chances que le principe, c'est de les synchroniser. Donc, effectivement, on les synchronise. Si vous utilisez l'écosystème Apple, ça va s'enregistrer dans l'appli Passwords, qui peut être synchronisée entre les devices. Mais du coup, vous la déverrouillez différemment entre les devices, l'appli Password. Vous avez la même clé privée pour GitHub sur plusieurs devices, mais elles se déverrouillent chacune de leur façon. Et si vous utilisez des YubiKey, comme ça, des clés USB, celles-là, elles sont évidemment pas synchronisées. C'est juste une mémoire en local. Ok. C'est clair jusqu'ici? Il n'y en a que 2 qui dorment, c'est plutôt pas mal. Donc, on va voir comment on fait ça et comment on implémente ça dans Spring. Donc, on a notre appli Spring toute simple avec du login one-time token. Et pour ajouter le support passkey, vous allez dans votre fichier de build, dans le POM ou dans le build.gradle, et vous rajoutez une librairie, implémentation. Donc là, pour ajouter cette librairie-là spécifiquement qui est brandée Spring, il faut utiliser Spring Boot 4, Spring Security 7. Sinon, si vous êtes sur des vieilles versions de Spring Boot, ou les versions courantes, vous allez sur docs.spring.io, spécialement Spring Security. Spring Security. Vous pouvez chercher dans Spring Security les passkeys. Donc pour la version 6 de Spring Security, et ils vont vous dire, voilà, il faut que tu tires cette dépendance-là, WebAuthn4j. Donc toute la crypto, on la laisse à WebAuthn4j, on ne fait pas nous. On fait que la glue pour que ça soit utilisable dans votre code. Si vous utilisez des versions Spring Security 7, vous n'aurez plus besoin de ça, vous pouvez juste ajouter une dépendance dans org.springframework.security Spring Security-WebAuthn, si je ne me suis pas trompé. Et donc lui, il tire toutes les dépendances qu'il faut pour avoir les passkeys. Donc ça me donne les dépendances pour le rajouter dans mon code. Du coup, je peux configurer ma filter chain pour avoir une passkey pour me loguer. Donc je peux faire .webauthn ici. Parce que je suis un peu contrariant, je vais appeler mon configureur passkeys. Et donc là, il y a 2 choses à configurer. Il faut configurer le RP ID. RP, c'est Relying Party. En fait, c'est le serveur.
c'est github.com. Donc si j'étais GitHub, ici je mettrais github.com. C'est l'identifiant qui permet d'éviter de faire du phishing. Quand une passkey est créée, il dit je suis github.com. Et la passkey est créée pour ça dans ma device, elle n'est pas utilisée ailleurs. Donc là, on fait une démo, c'est sur localhost. Donc le RPID, c'est le localhost. Et enfin, un deuxième truc qu'il faut passer, c'est les allowed origins. Et donc ça, en fait, c'est l'idée que dans les passkeys, vous les allez créer sur un nom de domaine, mais en fait, vous voulez peut-être que ça soit aussi accessible sur des sous-domaines. Donc sur, je sais pas quoi, toto.localhost. Ou alors, si vous êtes Amazon, qu'une clé créée sur amazon.com soit aussi utilisable sur amazon.de, amazon.co.uk, amazon.fr, amazon. etc. Et c'est tout. Et donc avec ça, quand je reviens sur mon appli, est-ce que je suis en... Oui, je suis pas en incognito là. Toujours pas. Voilà, localhost 8080, ça tourne pas. Ah bah oui, j'ai rajouté une dépendance. Je redémarre l'application pour que la nouvelle version de l'app avec le ClassPass mis à jour se lance. Poup, ça démarre un container. Et normalement, une fois que j'ai tiré Internet complet dans Docker, voilà, il y a un nouveau bouton qui apparaît sur ma page qui me dit vous pouvez vous loguer avec une passkey. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce qu'il y a un tout petit détail un peu sioux ici là, c'est que ça c'est très joli mais c'est tout en mémoire. Parce que par défaut en fait on ne sait pas où est-ce que vous voulez stocker vos passkeys. Donc si je fais ça, ça marche. Je peux rajouter des passkeys, mais à chaque fois que je redémarre l'appli, j'oublie votre clé publique. Et du coup, vous avez une clé privée qui ne correspond plus à rien. Donc pas terrible. Donc il faut rajouter quand même 2 tables. Si vous utilisez Spring Security, on sait que vous avez des utilisateurs, donc vous avez une représentation d'utilisateur, utilisatrice qui existe quelque part. C'est dans une table. Ça va être des user details. Après, qu'il y ait un mot de passe ou pas, c'est pas trop notre problème. Et il faut que vous rajoutiez 2 tables. Une table qui contient les passkeys et une table qui fasse la table d'association en fait entre la clé publique et le nom, le nom d'utilisateur, d'utilisatrice de ce login. Donc ça, c'est deux bins que je dois donner. Par défaut, on vous donne 2 implémentations. Donc le premier, c'est user credential. Credential. Ah, je ne le trouve pas. User. Ah bah ça va pas être sympa si j'arrive pas à trouver un user common. Ah, IntelliJ. Il arrive pas trop. Non. IntelliJ n'arrive pas à mettre à jour mon ClassPass, je suis perdu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que fait Josh Long, docs.spring.io /spring security. Non, normalement, l'IDE fait ça pour vous, mais on va un peu tricher. Passkeys. Voilà. Donc, il nous faut il faut 2 bins. Il faut un user credentials repository. C'est bien ça, mais IntelliJ n'a pas envie de me le donner pour une raison obscure. User credentials repository. Crois-moi, ça existe, repository. Ouais, on va mettre un JDBC tout de suite, t'as raison. JDBC user credentials repository. Alors, du coup. Non, il veut pas. Alors, attends, on va le copier parce que j'ai peut-être pas bien. Ah, j'avais pas bien tapé. Allez, import, tu vois, first try. Voilà, et il faut lui passer un truc pour écrire dans la base de données, donc un JDBC operations. Là, IntelliJ, il est sympa et il me fait l'injection pour moi. Parfait. Et donc, le deuxième, c'est JDBC Public Key Credentials Entity Repository. Facile. C'est pour ça que je la retiens pas par cœur. Voilà, voilà, on l'importe. Ah, cette fois-ci, il la voit. Yes. Et on l'appelle Java Naming is Fun. Voilà, New JDBC Repository. On lui passe des JDBC Operations. Donc ça, il faut qu'il y ait une base de données qui porte cette donnée derrière. Donc j'ai préparé une base de données Postgres avec un schéma qui stocke mes données. Si vous voulez savoir quel schéma il vous faut, vous allez voir ces implémentations JDBC. Et ici, ils vont vous dire, voilà, la définition de la table qu'il vous faut, elle est dans ce schema.sql. Donc files, here we go. Vous pouvez aller voir toutes les données qu'il faut enregistrer.
je vais vous passer un peu le détail de tous les trucs qu'il y a, parce que en gros, ça, c'est très facile, c'est bien expliqué dans la spec, comme ça à peu près. Donc du coup, bon, plutôt que se taper ça, globalement, il y a une clé primaire pour la passkey. Il y a l'identité de l'utilisateur, l'utilisatrice, et un espèce de blob binaire dans lequel il y a tout. Et il se trouve que nous, on extrait tout ce qu'il y a dedans pour que vous puissiez le regarder. Si vous vous posez des questions sur la passkey, est-ce qu'elle est sauvegardée, etc. Mais globalement, ce qui est important, c'est cet attestation object qui porte la clé publique. Ok, donc avec ça, je peux retourner ici. Je dois ajouter une passkey à mon compte. Donc je me log avec un one-time token. Cette fois-ci, je vais éhontément le pomper dans la console. Hop. Et je peux aller dans l'URL qu'on vous donne par défaut, c'est WebAuthn Register, pour rajouter une passkey. Donc ici, je peux rajouter, par exemple, Touch ID. Donc quand je clique là, vous voyez, ça m'ouvre la pop-up du browser qui dit « Est-ce que vous voulez enregistrer danielexemple.com dans votre appli Passwords avec Touch ID ?» Donc oui, encore une fois, hop, hop. J'appuie sur mon lecteur d'empreintes digitales. Ça crée une clé privée, ça le stocke dans mon Mac et ça renvoie la clé publique à mon appli Spring Security qui va la stocker dans la base de données. Je peux en faire une autre là, Satis ici, hop. Vous voyez, dans ce dialogue, il y a plus d'options. Donc je peux cliquer sur plus d'options ici. Je peux choisir des clés de sécurité, ou je pourrais faire mon iPhone si j'ai envie. Et donc dans clé de sécurité, quand clé de sécurité, j'ai sélectionné ça, vous voyez, il y a mes clés USB qui se mettent à clignoter. Donc j'ai la YubiKey et j'ai celle-ci, c'est une autre clé de passkey, moins bonne réputation. Et là, vous voyez, il m'a pas demandé de mot de passe, il m'a juste demandé d'être présent. Parce que sur cette clé-là, j'ai pas mis de mot de passe, pour que ce soit plus facile de faire la démo. Donc, si vous me volez cette clé USB, à la fin, vous avez le droit de vous loguer sur localhost sur ma machine. Et donc, je suis logué, je me délogue, je dis est-ce que je veux me loguer avec une passkey, je clique dessus, vous voyez à droite mes clés USB se mettent à clignoter, je peux sélectionner la clé que j'ai rajoutée, je clique dessus et paf, ça me log. Voilà. RC2 ça marche, il n'y a que IntelliJ qui marche pas. Alors, combien de temps il nous reste? 20 minutes, large. Donc, ça, c'est bien, c'est sympa. Ça marche bien out of the box. Mais ce genre de UI là, avec des très beaux boutons bleus qui n'utilisent plus Bootstrap. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne tire plus Bootstrap dans vos applis Spring Boot maintenant. Ça, les UI par défaut pour se loguer, c'est bien pour une appli interne, un dashboard de je sais pas quoi. Pour votre appli, votre site vitrine client, bof. Ouais. Donc, si vous voulez changer ça, vous allez être obligé d'écrire du JavaScript. Donc, on va faire ça un peu, parce que c'est le Spring, c'est le pari jug, comme dans JavaScript User Group. Et donc, j'ai créé une page vide là, qui s'appelle Custom Login, et on va implémenter ça là-dedans. Donc, deux choses importantes, vous remarquez que je suis très fort en styling, c'est très beau ce que je fais. Et comme on veut faire quelque chose sympa pour que ça porte la marque un peu de chez nous, on commence par faire un peu de style avant de faire du JavaScript. Hein. Hop. Donc là, j'ai un bouton, sign in passkey. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la font size, c'est 2 rem. On va dire que c'est en gras. Voilà. On va faire un peu respirer, on met un peu de padding de rem, voilà, c'est gros. Et puis, il faut utiliser le branding de la marque, donc Family Comics sans MS, sans serif. Très bien. Et donc là, c'est mieux, c'est plus joli. Mais c'est un peu tristoun quand même, en grand. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter de la couleur. Alors background, on va faire un linear gradient. To top right. Et j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver les couleurs qu'il faut. Il faut que ça aille de aqua vers orange. Et là, voilà. Voilà, ça c'est pas. Comme quoi, ça me rappelle un peu l'email 1998, GeoCities, mon Skype, ouais, mon Skyblog et tout, parfait. Très bien. Bon, on a fait le truc difficile, maintenant on va faire le truc facile, on va faire du JavaScript. Donc, pour des raisons qui deviendront complètement obvious un peu plus tard, je vais faire du timeleaf pour passer des valeurs dans mon JavaScript, pas grave. Et alors là, du coup ici, il faut que je fasse quelque chose qui se passe quand les utilisateurs, les utilisatrices appuient sur le bouton. Donc, on va ajouter un event listener quand la page est complètement chargée. Quand la page est complètement chargée, qu'est-ce que je fais? Je trouve le bouton, get element by ID, il s'appelle sign in
passkey. On ajoute un listener sur click. Donc quand les utilisateurs, utilisatrices cliquent, je fais une fonction. Et cette fonction, d'abord pour voir si j'ai pas bu trop de cidre, je vérifie que je peux faire quelque chose avec. Donc clic. Donc je vais faire une alerte quand on clique sur mon bouton. Hop, refresh la page. Tout. Hey, first try. Je suis le pro du JavaScript. Très bien. Donc ça, c'est le truc de base. Maintenant, qu'est-ce que je mets là-dedans? Il y a deux façons d'aborder le problème. Soit vous êtes un peu des fous furieux et vous pouvez aller voir la spec. Parce que dans la spec, si vous regardez à gauche la table des matières, il vous donne des samples. Comment on peut l'utiliser. Donc là, vous pouvez aller chercher Authentication, puisqu'on cherche à se loguer. Et donc, après 4 paragraphes de texte, ils vous disent, bah voilà, il faut lire ce truc-là. Bon, vous pouvez faire ça. Ou alors, vous pouvez profiter de l'open source. Vous allez sur la page par défaut de login ici. Vous ouvrez votre navigateur, vous allez dans l'endroit où il y a les sources JavaScript, et vous pouvez piquer tout le JavaScript qu'on a fait pour vous. Donc ici, voilà, vous pouvez prendre, pas trop cliquer non plus, hop, bien, voilà. Vous pouvez prendre toutes les fonctions qu'on a faites. Le plus important ici, on veut s'authentifier, donc il faut prendre Authenticate. Je prends Authenticate. Après, il y en a une autre Register pour rajouter une passkey, mais on va s'arrêter à Authenticate, c'est déjà pas mal. Et donc, je copie ça. Donc ici, on était à la ligne 23, je rajoute mon JavaScript, on se retrouve à la ligne 143, 120 lignes de JavaScript, c'est vraiment trop bien. Mais vous n'avez pas besoin de le faire. Et donc vous allez appeler Authenticate ici, c'est une fonction asynchrone, puisque ça vous fait une interaction utilisateur. Et il faut passer un certain nombre de choses. Il faut passer des headers, on va voir un peu plus tard, un context path, si jamais votre appli est déployée sur un context path qui n'est pas su par défaut, et des trucs obscurs de passkey qui... Bon, peu importe. Ok. Et donc ça, vous voyez, la fonction Authenticate, elle me renvoie une redirect URL. Donc je peux la choper, la redirect URL. Et donc si l'utilisateur, l'utilisatrice a réussi à se loguer, eh ben je redirige vers la page qui m'a été indiquée par Spring Security, qui a été configurée pour dire bah, quand tu es logué, tu vas là-bas. Et donc il faut passer des headers ici. Ok. À votre avis, allez, la troisième licence IntelliJ, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut passer dans les headers en sécurité? Non, le challenge est déjà dans l'Authenticate, on va le chercher. Ouais. Dub Authenticate, non, ça c'est le serveur qui va le faire. Non, c'est un truc pour protéger les browsers. Non, pas Corse, presque. C'est ACRF, mais je peux pas vous donner un truc à tout le monde, je suis désolé. Donc effectivement, il faut mettre le header, c'est ACRF. Alors, il y a deux approches. Donc la première approche que je vois souvent quand je viens chez vous, c'est on fait CSRF comme ça, CSRF configureur, disable. Non, ne faites pas ça. Hein. On a plein de trucs pour faire du CSRF. Allez voir comment c'est fait. Allez voir la doc, vous cherchez CSRF, il y a tout expliqué sur comment il faut faire dans tous les cas d'utilisation. Donc, on décide. Ouais, mais là, c'est pas du reste, il y a un utilisateur qui clique. Donc, bah, comment on passe les headers CSRF? C'est pour ça que j'ai mis ma petite annotation TypeScript exprès. Ici, là, dans les headers, je passe avec une syntaxe timeleaf vraiment évidente. Crochet, crochet, dollar, curl, ok. Get header name. Eh oui, on se moque du naming en Java, mais csrf.getTokenValue. GetToken tout court, pardon. GetToken, voilà. Donc, si je ne me suis pas gouré, si je reviens sur ma page de custom login ici, voilà, je vais quand même regarder qu'il est bien un truc qui ressemble à voilà, là, on voit pas grand chose ici, mais ici à la fin, voilà, il y a des trucs affreux, donc il y a bien mon token CSRF. Donc, je peux cliquer sur mon bouton. La pop-up de passkey s'ouvre. Il me dit, est-ce que tu veux te loguer en tant que Daniel? Je vais utiliser ma petite clé USB là, clique dessus, paf, et je suis logué. Facile. Pas toche. Donc, en gros, vous pompez 120 lignes de JavaScript et vous en écrivez 4. Ça, c'est tout, licence Apache et tout, vous pouvez le mettre dans votre projet, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller si vous voulez avoir les sources à partir desquelles on a produit ça, c'est dans Spring Security, c'est un plaisir. Personne ne voulait le faire, c'est moi qui ai dû l'écrire, donc si c'est pourri, c'est ma faute, désolé. Ok,
Donc, quelques observations quand même avant de conclure ce truc-là. Donc, c'est assez compliqué, hein. Y a quand même un truc un peu conceptuel avec le flow et tout. Je vous ai épargné le flow parce que le flow de authentication qu'on voit là, dans l'aspect, ça tient sur un écran. Le flow de rajouter une passkey, ça fait 2 pages et demie. Donc, c'est assez compliqué. Si vous avez l'occasion, en fait, faut pas le faire vous-même. Faut aller dans Keycloak, aller cliquer et dire ouais, mets-moi une passkey. Bien. Ou alors dans Azure Entra ID ou dans je sais pas quoi, dans Okta, dans Ping Identity, vous allez cliquer, vous dites mais les passkeys, c'est l'identity provider qui gère les utilisateurs, les utilisatrices et qui fait les passkeys pour vous. Et vous gérez que les trucs faciles, genre OpenID Connect. Si jamais vous avez vraiment besoin de le faire en local, c'est possible, et donc vous pouvez utiliser une librairie. Mais c'est quand même compliqué, vous avez vu, hein. Donc on a support dans Spring Security, on a du JDBC. Allez sur les issue trackers, allez voter sur les issues qui vous intéressent. Contribuer du code, c'est cool. Nous rapporter des bugs, c'est cool. Mais même juste dire ah mais moi j'aimerais bien pouvoir créer un compte directement avec une passkey. Ben, en fait, il y a déjà une issue qui existe. Et si vous mettez un petit pouce en l'air, ben, nous ça nous permet de prioriser ce que la communauté veut voir. Donc c'est aussi contribuer. Et si vraiment vous voulez en apprendre plus, bah, vous pouvez aller sur le site web de Yubico qui fait les YubiKey. Et du coup, ils ont tout un site où ils expliquent absolument tout. Donc vous pouvez aller voir dans les passkeys, ils disent bah, comment ça marche les passkeys avec les mêmes genres de diagrammes que ce que je vous ai montré. WebAuthn pour faire de l'implémentation, bah, il y a un WebAuthn, un guide développeur, donc là, avec tout ce que je vous ai montré, avec bah, les flows, avec du JavaScript, avec le type d'objet JSON que ça va produire, etc., etc. Donc tout est déjà dispo ici. Et puisque, quand même, je me la suis pété avec la 7.0 RC3, je vais vous montrer quand même un truc qu'on a rajouté, les passkeys, c'est un peu vieux, ça a 1 an maintenant. On a rajouté des trucs qui marchent bien avec les passkeys. Dans Spring Security, donc 7, on a rajouté un truc de fifou, Enable Multifactor Authentication. Et donc ici, je peux dire qu'est-ce que je veux comme facteur d'authentification. Donc là, je dis, bah, je veux Factor Granted Authority ou OTT, One Time Token, et je veux que aussi que l'utilisateur, l'utilisatrice ait utilisé WebAuthn. Si je redémarre ça, hop, 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 je veux me loguer. Je me dis, bon, bah, je me log avec mon One Time Token, example.com. Paf. Je mets un token, ici. Hop, hop. Et donc pour moi, il me redirige vers la page de login, avec des petites URL qui vont bien pour me dire qu'est-ce que j'ai déjà mis. Mais en gros, mon identité n'a pas les autorités qu'il faut pour accéder à la suite, donc il faut que je me logue aussi avec une passkey. Donc je peux faire un deuxième facteur. Donc si vous avez One Time Token et Form Login, bah, vous pouvez forcer les deux. Ah, c'est pas la bonne. C'est pas le bon genre. Je sais pas pourquoi. Attends, j'ai enregistré. Ah, hop, c'est reparti. Avec celle-ci là. Là, je sais pas si j'ai. Non, il veut pas. Ça veut pas. Vous voyez, hein, il faut pas boire un verre de cidre. Mais je suis sûr que c'est la RC de Spring Boot, hein, ça n'a rien à voir avec moi. Bon, voilà. Donc, voilà une démo qui marche vachement bien. Vous m'excuserez. Et avec ça, si jamais vous voulez voir le code de cette démo-là, mais qui marche, bah, il est sur un repo Git. Et voilà, n'hésitez pas à me poser plein de questions après. Et si vous êtes un peu timide, bah, aussi par mail, Blue Sky, tout ça, ça sera toujours un plaisir. Merci beaucoup. Ah, il y a une dernière licence IntelliJ à gagner que j'ai pas donnée. Alors, qui est la première question? Ouais. Il va donner le micro parce que. Ou alors tu cries. Ah oui, il faut. Bah, Comment est-ce que le navigateur détecte les authenticators qui sont présents, lesquels sont disponibles, quoi? Alors, j'en ai pas la moindre idée parce que c'est du CTAP, c'est l'autre spec là, Client to Authenticator. Ok. Il y a tout cela, c'est des authenticators qui sont auto-découvrables.
en fait, qui peuvent s'annoncer. Il y en a certains qui ne font pas ça, donc où le site doit savoir l'identifiant de la clé que tu as utilisée, sinon elle se déclenche pas, quoi. Donc, mais ça, c'est de la tambouille où là, franchement, c'est carrément en dehors de ma zone de compétence. Tu as gagné une licence intelligente. Yes. Tu sais quels algorithmes sont utilisés pour faire les signatures? Tout à fait, très bonne question. Alors, du coup, c'est des trucs très très clairs. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est configurable. Ça dépend de ton authenticator. Donc, quand tu l'enregistres, ici, donc dans la spec, sample registration. Donc, par exemple, très très clairement, il y a l'algorithme numéro -7 qui est ES256. Mais tu peux dire aussi, je veux RS256, c'est-à-dire -257, très très clair. Et du coup, là-dedans, bah, si, à mon avis, si tu creuses, alors si tu creuses, ils doivent te filer toutes les tables de correspondance qui sont dans une autre, dans une autre spec en fait. Et ça dépend de ton authenticator. Donc chaque truc peut avoir. Et donc toi, en tant que site, ce que tu peux dire, c'est tu peux dire je supporte tels algorithmes, mais les autres je veux pas. Il y a une négociation Ouais, ouais. Ouais, voilà. Et alors par contre, du coup, je sais pas comment elle marche. Je suspecte que c'est une question d'ordre. Que toi tu lui dis je veux ça, et puis il te donne le premier qu'il veut, quoi. Voilà. Mais bon, je sais pas, là encore, c'est un petit peu. Donc pareil, hein, la crypto, c'est pas Spring Security qui fait. C'est WebAuthn4j, on utilise une librairie. Et du coup, ils ont la raison pour laquelle on fait pas, parce que tous ces trucs crypto, Authentication Man, ah bah il veut pas le trouver. Ouais, quand même. La raison pour laquelle on fait pas ce genre de truc, non, il veut vraiment pas le trouver. C'est que c'est une très mauvaise idée et qu'en plus, j'aime bien le montrer parce que c'est vraiment très très sympa. Allez, command relying party. Voilà, WebAuthn relying party operations. Et donc, il y a une implémentation en WebAuthn4j. Donc, nous, on fait la glue autour du truc. Et donc, il a un truc genre validate, register, voilà, et authenticate, convert, authenticate. Voilà. Donc, dedans, on appelle leur manager. Donc, il y a quand même un boulot de, de dépaquetage de la donnée, mais on appelle Verify chez eux, qui appelle Verify, qui parse la donnée, qui appelle Verify, qui appelle Verify. Et du coup, dedans, il suit la spec, donc il a implémenté la spec, et donc step 1, 2, 3, donc il y a des trucs qui sont faits dans le browser, il n'y a pas besoin d'implémenter. Et donc, à chacun des steps, il appelle Verify, donc vérifier que machin, valider que le challenge c'est bien celui que tu m'as donné, valider que l'algorithme, valider que bidule, voilà, step 27. Voilà, donc tout ça, toute la crypto base, j'ai essayé de faire, mais juste dépacter les données dedans, c'est déjà l'enfer. Du coup, on est très content que la communauté fasse ça pour nous. Bonjour Daniel. Merci pour la présentation, comme d'hab. Toujours des sujets intéressants, le pointe. Moi j'ai une petite question en continuité de la présentation de Nicole sur la modularisation de Spring et les starters. J'ai vu que la dépendance que tu as ajoutée, le WebAuthn, c'est une librairie normale, standard. C'est pas un starter Non, Spring Boot. c'est pas un starter. En fait, la configuration WebAuthn est déjà dans Spring Security. Donc même si j'enlève ça, là, même si j'enlève cette dépendance, dans la DSL de Security Configuration, de HTTP Security, il y a cette méthode WebAuthn. Par contre, il va te manquer les classes. Donc ce truc-là, c'est juste ça tire des dépendances supplémentaires pour que tu n'aies pas à aller chercher une version de WebAuthn4j et qu'on la donne pas à manager à Spring Boot et tout. On la package, en gros, ça enveloppe WebAuthn4j, c'est tout. Mais c'est comme si tu faisais, en fait, si tu fais du JWT par exemple dans ton Spring Security, ben, si tu veux, tu peux l'ajouter sans avoir un starter, tu vois, avec machin Spring Security Rosé ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a plein de petits modules qui apportent
chacun leur petite contribution. WebAuthn, c'est principalement, comment ça s'appelle c'est des classes wrapper autour de WebAuthn4j et les interfaces, tu vois, JDBC, etc. quoi. Et je remarque que même si c'est des présentations de sécurité, tu dis que c'est intéressant et franchement, ça me touche beaucoup. Bonsoir. Alors, juste une question. Est-ce que tout ça, ça inclut des mécanismes de répudiation si on pense qu'une passkey est compromise ou quoi que ce soit et de logout forcé Alors, aussi? est-ce que ça inclut des mécanismes de répudiation? Non. On n'enregistre pas le. Donc chez nous, on n'enregistre pas avec laquelle des passkeys tu t'es logué. Tu peux forcer un logout, mais ça sera au nom de l'utilisateur, l'utilisatrice, quoi. Après, toi, tu peux, si tu veux, tu peux rajouter un petit peu de mécanisme en plus pour dire, ah, il s'est logué avec la passkey 1, 2, 3. Et donc, quand je l'invalide, la passkey 1, 2, 3, côté serveur, je logout, j'invalide toutes les sessions qui ont été loguées. C'est possible de le faire, mais bon, c'est un peu de code. Euh, Invalider toutes les sessions pour un utilisateur ou une utilisatrice, c'est beaucoup plus facile. Le petit point un petit peu compliqué quand même avec ça, c'est que toi, en tant que développeur, ton appli, elle peut invalider que la clé publique côté serveur. Et du coup, tu peux pas, toi, en tant qu'utilisateur, dire. Enfin, il faudrait que tu te connectes sur le site pour dire j'enlève ma passkey du site spécifiquement, quoi. J'ai pas un moyen de broadcaster à tout le monde en disant elle a été compromise et je peux pas l'enlever. Donc il faut que je sache où sont mes passkeys. Alors si j'utilise un truc genre un password manager, bah, je peux lister les passkeys et puis voir lesquels je veux répudier, mais il n'y a pas de, t'as pas de truc de clé publique pour dire, ok, celle-ci révoque toutes les authentifications partout qui ont été faites avec cette device. Ça n'existe pas. En fait, la plupart du temps, en fait, tu connais même pas la device avec laquelle l'utilisateur, l'utilisatrice s'est logué. Ici, donc dans les schémas affreux d'attestation de la donnée que tu envoies à la passkey, dedans, il y a un truc, il y a deux gros morceaux. Il y a la donnée d'authentification qui contient la clé publique et puis plein de métadonnées de sécurité. Et il y a l'attestation qui te dit qui c'est cette passkey. Et donc, par exemple, Yubico, qui sont un truc très enterprise, ils te disent c'est une Yubico 5C du batch numéro 253, telle date et tout. Ce qui permet aux entreprises, tu vois, de dire ah non, c'est que avec celles qui ont été créées pour la boîte que tu peux te loguer, etc. Tu utilises un iPhone, un Android, un Mac, Windows, je sais pas. L'attestation, là, il est vide. Tu sais pas qui c'est. Donc il dit juste non. Ha. Donc après, c'est à toi de décider, est-ce que je veux laisser non en sachant que la plupart du temps, ça sera une device genre Apple, Android, Windows. Mais bon, c'est... Voilà, dans un contexte entreprise, non, tu peux pas, enfin, il n'y a pas de mécanisme centralisé, mais avec des trucs genre YubiKey, là oui, tu peux connaître plus d'identité sur la passkey. Je sais pas en détail ce qu'il y a dedans, est-ce qu'il y a même l'identifiant de la device? Je sais pas, c'est possible qu'elle y soit et que tu puisses après aller broadcaster à tes systèmes, mais ça c'est tout à la main, quoi. Le mec, il est 22 h, il pose des questions sur les... C'est incroyable. Vous êtes incroyable. Merci beaucoup.